L'aménageur que je suis va lancer la suite de la séquence qui tente quand même à prouver qu'on a quelques réponses qui commencent à s'esquisser. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Elisabeth Campagnac tout à l'heure sur la question du flou, du concept flou qui est l'économie de la connaissance et du succès croissant qu'il a auprès des acteurs du territoire et sans doute des aménageurs. C'est parce qu'on se pense, je pense que on se pense tous comme comme des magiciens qui agissent de manière un peu empirique. Donc, avant de présenter quelques exemples et quelques tours de magie nantais, strasbourgeois ou stéphanois réalisés par des aménageurs publics qui répondent en partie aux questions que tu posais à la fois sur la question de l'activation et aussi la question de la mise en place d'un immobilier qui soit en adéquation avec les besoins de cette classe créative. Et là, on ne parle pas de l'université, on ne parle pas des centres de R&D qu'on a vus tout à l'heure sur Rennes Talente ou que l'on voit ou sur le plateau de Saclay. On va pour dire qu'il n'y a pas que le public qui s'y met, je vais passer la parole à Fleur Trottmann, qui représente donc à la fois un aménageur et un opérateur immobilier privé, donc le groupe Brémond. Donc Fleur Trottmann est urbaniste et travaille au sein de ce groupe sur une opération qui s'appelle le 6B à Saint-Denis et qui peut-être est un concentré de toutes les questions que tu viens de poser et sur lequel elle a la structure qu'elle représente a aussi travaillé sur quelque chose qui est assez important, c'est la question aussi de l'usage transitoire des lieux sur lesquels on intervient, qui peuvent permettre, dans certains cas, de répondre partiellement aux questions de l'adéquation de l'immobilier, aux questions de l'hybridation, et puis à la question d'insuffler des projets créatifs dans la ville. Bonsoir. Bon, je ne sais pas si je vais répondre à beaucoup de questions ce soir. Moi, on m'a demandé de raconter une histoire. Donc, je vais raconter le début de l'histoire. La suite de l'histoire, je ne la connais pas encore. Donc, le 6B, il faut que je fasse un petit détour par une préhistoire. Comment est-ce que le 6B est arrivé au cœur d'un projet urbain néo-cité qui a été qu'on a remporté nous Brémond à la suite d'une consultation organisée par Alstom à Saint-Denis. Donc où est-ce que se situe cette histoire? On est donc à quelques kilomètres au nord de Paris, à Saint-Denis, à la confluence de la Seine et du canal Saint-Denis. Cette pointe rouge fait 4 hectares, était occupée par Alstom. Et en 2006, Alstom, aux côtés de Pleine Commune, organise une consultation à destination de promoteurs aménageurs. On devait donc proposer un prix d'acquisition du foncier et un projet urbain. Brémond, en équipe avec Nicolas Michelin et l'agence Terre comme paysagiste, fait une réponse et nous sommes donc désignés lauréats pour un programme qui est d'environ 77 000 m² chaunes à dominante logement puisqu'on a 550 logements. Alors à ma connaissance, on est alors les seuls à proposer à conserver le bâtiment principal puisqu'il y a un bâtiment au cœur de ce foncier triangulaire de 4 hectares. Bon, il s'agit, je fais une petite parenthèse, il s'agit d'un environnement urbain qui globalement est en grande recomposition puisque le terrain de 4 hectares d'Alstom est lui-même pris dans un secteur d'aménagement en gare Confluence qui lui-même fait face au projet d'écoquartier fluvial de l'île Saint-Denis qui lui-même est en face de la Cité du cinéma de Luc Besson qui jouxte le projet des docks de Saint-Ouen. Donc il s'agit là d'un secteur qui est bien au-delà des 4 hectares en question et en grande recomposition urbaine.
Voilà, je reviens à cette consultation. On était donc les seuls à proposer la conservation de ce bâtiment qu'on voit sur la photo. Donc on voit la situation urbaine, la Seine au premier plan, le canal Saint-Denis au deuxième, et ce grand bâtiment de 7000 m² environ, qui étaient les anciens bureaux d'Alstom. Voilà. On avait proposé, ce qui avait été important dans notre proposition, de transformer ces bâtiments de bureaux en logements. Alors, ce bâtiment, dans le cadre de notre proposition, il allait de toute façon rester vide un bon moment, puisqu'il n'intervenait pas au tout début, ce n'était pas la première phase du projet. Et Alstom s'était déjà chargé de le remplir partiellement, puisqu'il restait quelques petites sociétés. Alstom avait ainsi voulu alléger les charges de fonctionnement du bâtiment. Voilà, donc le projet se met en route. On sait qu'on va garder un bâtiment, mais qui va rester vide un moment. Et c'est là qu'intervient et que commence l'aventure du 6B. Alors, je vais raconter un peu l'histoire. Dans un premier temps, essayer de qualifier l'identité de ce bâtiment, 6B, ce qui n'est pas toujours évident, et de comprendre l'articulation avec le projet urbain, et puis dans un dernier temps, de parler de son devenir, puisqu'aujourd'hui on est sur un modèle voilà, qui se cherche. On sait donc on commence par signer une promesse de vente, on n'est pas tout de suite propriétaire de ce bâtiment. Alstom nous fait part de sa préoccupation d'alléger les charges de ce bâtiment. Et nous, on joue du coup à ce moment-là un rôle tout simplement un peu d'entremetteur, puisqu'on se dit que quitte à remplir le bâtiment, autant essayer de le remplir de façon à créer des synergies, entre les actions des occupants et le projet urbain. Alors c'était une idée qui relevait plus de l'intuition que d'un raisonnement très élaboré à l'époque. Et donc on fait visiter le bâtiment à un collectif d'architectes. Le collectif existe, qui lui-même était à la recherche d'un lieu pas forcément très grand. Ils cherchaient 300, 400 m², qui est un lieu de travail, qui devait être un lieu, on en a parlé plusieurs fois, de transdisciplinarité, de frottement, enfin avec cette intuition que, en travaillant à côté de gens qui étaient sur des secteurs d'activité voisins ou connexes, designers, plasticiens, même assez éloignés, allait émerger une forme de décloisonnement de leur activité et d'innovation. On était donc au courant par histoire personnelle, professionnelle, on avait abordé ces gens-là par le passé, qu'ils étaient à la recherche de cette surface, on leur a fait visiter le bâtiment, et puis là-dessus, nous, on se retire, on n'était pas propriétaires. Alstom négocie avec ce premier noyau de gens. Le fossé était très important au départ, on n'était pas sûr que la négociation puisse aboutir. Finalement, c'est sur le volume que la négociation s'est un peu dénouée, c'est-à-dire que Alstom était finalement assez favorable à un type de bail précaire sur un volume assez important, auquel cas le prix devenait intéressant. Donc on a eu un début d'histoire qui était un début d'histoire assez opportuniste, on va dire. C'est-à-dire que le collectif existe, qui est mené par Julien Belair et son petit noyau de cousins voisins, disent, en gros, font du tam-tam autour d'eux et disent: est-ce que ça vous dit de venir partager nos bureaux? Finalement, il ne va pas s'agir de 300-400 m², mais ça peut être 3000. Et c'est ça qui a été effectivement négocié fin 2009 entre Alstom et donc l'association Le 6B qui se crée à cette occasion-là. En juin 2010, le bâtiment est inauguré officiellement. Et donc par cette inauguration, l'identité du 6B devient déjà plus
hybride, ou en tout cas, on n'est pas juste dans un regroupement de petites activités qui cherchent un lieu de travail, puisque lors de l'inauguration, ils dévoilent des bureaux qui, sur 3000 m², comprennent quand même 1000 m² d'espace commun. J'y reviendrai. En tout cas, la première chose que les résidents font en arrivant, c'est de dépouiller le bâtiment de toute trace de sa vie tertiaire classique. Alors, ils enlèvent les faux plafonds, la moquette, et ils transforment avec rien ce bâtiment en une sorte de pépinière, de regroupement d'activités de l'économie créative. Voilà, donc on a à la fois des ateliers qui ont été transformés, enfin des bureaux, hein, on était sur des cellules de 12 m², parfois 24, enfin des multiples de 12, qui ont été transformés soit en simple atelier d'artiste, enfin en atelier d'artiste pur, ou en bureau, un peu destroy, mais en bureau de gens qui, d'archi, graphistes, en fait, avaient simplement besoin d'un ordinateur et d'une table, qui parfois étaient posés sur des tables de ping-pong, mais ça restait un ordinateur et une table. Voilà. Donc en juin 2010, quand il y a cette inauguration officielle, il y a 1000 m² d'espace commun et 80 résidents. Donc, tout est allé donc assez vite. Et puis, ce qui va aussi vite, c'est que très rapidement, ce collectif investit aussi les terrains en friche autour. Et vont au-delà que de l'investir de façon simplement conviviale, puisque un an après l'inauguration de ce bâtiment, le 6B, en juin 2011, donc un an plus tard, est inaugurée la phare. Donc la phare, c'est la fabrique à rêve. Je ne sais plus si j'ai des images sur la fabrique à rêve. Oui. Donc là, on a le bâtiment et les débuts d'installation de cette fabrique à rêve qui ont été des plattelages en bois, des constructions en bois pour organiser une guinguette, une sorte de Paris-Plage à Saint-Denis, avec une programmation artistique assez riche, un jardin public éphémère, et cette programmation artistique était d'emblée affichée comme étant très transversale. Donc on avait à la fois des concerts, des performances, des workshops, des séances de réflexion, voilà. Alors, tout ça n'a pas été qu'un long fleuve tranquille. D'ailleurs, cette phase d'expansion au-delà de ce bâtiment, hein, puisque la fabrique à rêve, qui est devenue un lieu voilà, très attractif, non seulement au sein de Saint-Denis, mais jusqu'à Paris, a été aussi squatté, voilà, donc c'est pas, voilà, ça n'a pas toujours été très simple, mais en tout cas, la notoriété s'installe malgré les difficultés, et peu à peu, les surfaces occupées par le 6B s'étendent jusqu'à arriver à une bonne centaine de structures. Donc, je dis bien de structures et pas d'individus. Alors nous, quand je dis nous, c'est à la fois Brémond et les collectivités, on est tous étonnés et impressionnés à la fois par cet engouement et l'énergie qui est déployée dans ce bâtiment qui, quelques mois plus tôt, était une friche un peu sinistre et même plus que ça, puisque c'était une plateforme importante de deal de crack en Seine-Saint-Denis, au pied de ce bâtiment sur le canal Saint-Denis. C'était avant qu'on intervienne, c'était le début du projet, mais en quelques mois, ils ont investi le bâtiment, les abords, en faisant une sorte de jardin de sculpture, voilà. Et un lieu d'attraction, encore une fois, je l'ai dit, qui allait bien au-delà de Saint-Denis. Alors, au moment où Brémond devient vraiment propriétaire de ce bâtiment, c'est-à-dire début 2012, on était auparavant sous promesse de vente avec Alstom, et dans la promesse de vente, bien entendu, le bâtiment devait nous être cédé vide. Il y a eu un peu une deuxième étape de la vie du 6B, puisque il n'a jamais été question que, rapidement, il n'a pas été question que Brémond mette fin à l'aventure de 6B. Par contre, il y avait, je l'ai dit au tout départ, Alstom avait déjà rempli le bâtiment de petites sociétés. Donc, dans le 6B, il y avait une cohabitation des petites sociétés historiques et de cette structure du 6B.
Voilà, donc quand Brémond est devenu propriétaire, pour faire clair, on a dit très bien, on garde le 6B, mais on a uniquement le 6B comme interlocuteur et pas une multitude de sociétés, le 6B et des sociétés qui n'ont rien à voir avec le 6B. Donc on est le 6B au moment où Brémond est devenu propriétaire est du coup devenu l'unique locataire de ce bâtiment et est ainsi passé de 3-4 000 m² à l'intégralité du bâtiment, à savoir les 7 000 m². Et c'est là qu'un signe de cette notoriété s'est forcément manifesté, puisque alors que 2 ans plus tôt, le bâtiment s'était rempli très vite, mais sous forme de tam-tam, pour que voilà, il puisse y avoir la meilleure équation économique pour les résidents. Là, il y avait en gros 2000 m² à remplir et un comité de sélection pour l'association du 6B à organiser pour choisir les résidents qui étaient plus nombreux que les espaces qui étaient disponibles. Voilà, enfin, dans l'histoire tracée à grands traits, je crois qu'il faut terminer par une forme de consécration du 6B, une consécration par une reconnaissance officielle par les pouvoirs publics, puisque est annoncé à l'été ou l'automne 2012 que Plaine Commune, donc communauté d'agglomération, avait pris la décision d'installer dans le bâtiment même du 6B ce qu'ils ont appelé l'atelier, qui était en fait l'incarnation, je ne sais pas très bien comment qualifier ça, mais le lieu qui allait incarner le cluster de la création au sein de Plaine Commune. J'ai dit je ne sais pas très bien encore comment qualifier ça, parce qu'il y a ce nom, l'atelier, l'espace n'existe pas, et Plaine Commune est précisément en train de réfléchir à ce que sera cet espace, mais la volonté, c'est de faire connaître le territoire et justement de provoquer ces frottements, rencontres autour des questions de la création. Donc voilà, le fait qu'une communauté d'agglomération décide que le lieu du cluster de la création soit dans ce bâtiment du 6B, alors que 3 ans plus tôt, il n'y avait rien, voilà, c'est une histoire qui est allée très vite. Voilà en gros pour les principaux jalons. Maintenant, j'aimerais un peu qu'on s'interroge sur, mais le 6B au fond, c'est quoi? Alors, déjà, c'est un espace qui est très dionysien, donc de Saint-Denis. C'est un espace qui naît dans et par un territoire. Dès les premières visites du bâtiment, l'ancrage territorial des résidents, des premiers résidents qui ont visité ce bâtiment, était très fortement assumé, revendiqué. C'était des gens qui travaillaient déjà à Saint-Denis ou autour. Et dans l'histoire, il faut que j'accélère un peu. Dans l'histoire des 3 années qui ont suivi, en effet, le bâtiment et le 6B ont continué à asseoir cet ancrage territorial. Quand, par exemple, la programmation de la fabrique à rêves a été élaborée, sans cesse des trous ont été laissés pour que des associations locales, des artistes locaux puissent venir investir l'événement qui durait de juin à septembre. Quand il y a eu la 2e édition de la phare, l'équipe du 6B a tenu à ce que le festival n'ait pas uniquement lieu au 6B et autour, mais sur d'autres territoires encore qu'à Saint-Denis, donc à la Maison d'Oineau sur le canal, sur le parvis de la Basilique, et donc à se diffuser comme ça sur un territoire à partir du 6B. Et puis, cet ancrage territorial, forcément, fait un moment boule de neige, c'est-à-dire que ça devient un lieu de ressources pour les territoires, c'est-à-dire que Plaine Commune s'adresse souvent au 6B maintenant pour, par exemple, faire intervenir des graphistes, faire intervenir d'autres types de missions, et puis avec cette consécration par l'installation de l'atelier. Donc c'est un espace très local, très dionysien, c'est un espace de travail qui est très particulier puisqu'il est fondé sur une très grande générosité des espaces communs. On l'a vu, ces espaces communs, c'est une cantine qui a été installée avec les moyens du bord, mais qui fait manger tout le bâtiment et même au-delà pour 5 €. Une salle d'exposition. Ah oui, j'ai oublié plein d'images, mais voilà la cantine.
une salle d'exposition donc qui est tournante avec des expositions pour l'essentiel des résidents du 6B, une salle de concert et de représentation, une salle de danse et de yoga sur les moyens du bord, et c'est intéressant de voir comment cette salle de danse a été construite, puisqu'ils ont coupé une série de balles de tennis en deux, mis du tripli dessus, ce qui faisait le caractère rebondi du sol, mais c'est une salle de danse qui maintenant est louée par plein d'acteurs du territoire. Une salle de projection qui elle-même est assez impressionnante et qui pourtant n'est faite que de récupération avec des fauteuils de cinéma qu'ils ont récupérés à droite à gauche. Bon. Donc ça, c'est ce que c'est. Est-ce que le 6B, c'est une association artistique? Est-ce que c'est une association qui gestionnaire et qui met à disposition un lieu pour 150 résidents? Ça, c'est une première ambiguïté qui, aujourd'hui, c'est les deux. Voilà. Aujourd'hui, le 6B, dans une même association, et on y reviendra sur l'aspect économique, puisque cette ambiguïté pose un certain nombre de questions sur je rejoins la question de qui finance l'animation, on y reviendra, mais le 6B, c'est à la fois la même association qui s'occupe de récolter les loyers des résidents et qui aussi est le rôle moteur pour faire vivre, créer des liens, créer des événements, voilà. Est-ce que c'est un espace vraiment collectif? Là aussi, c'est une question qui est pas évidente, parce qu'en fait, par rapport à l'intention initiale du collectif Existe et d'autres, à savoir de créer un lieu d'innovation par le frottement, par la transdisciplinarité, parce qu'on travaille les uns à côté des autres, ça ne se décrète pas, on l'a dit à plusieurs reprises, ça ne se décrète pas de travailler ensemble et de décloisonner son secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on a effectivement des conditions qui sont globalement réunies pour que ça se passe, c'est-à-dire que cette transdisciplinarité, elle existe. On a 150 structures assez connexes qui sont voisines. On a des lieux pour que ces gens-là échangent. Les 1000 m² d'espace commun, c'est pas rien. On a une association qui impulse, qui crée de l'événement. Et pourtant, et au dire même des organisateurs principaux de l'association, et pourtant, une écrasante majorité des résidents se comportent quand même de façon assez passive, assez consommateur, comme des consommateurs. Et mon hypothèse, elle peut être discutée, c'est que c'est très lié à une gestation qui n'a pas vraiment eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a eu un remplissage très rapide de ce bâtiment-là, mais il n'y a pas eu de partage véritable d'un projet, de ses objectifs, de ses valeurs. Voilà. Et une hypothèse, c'est qu'en effet, cette transversalité, ce travail ensemble qui produit de l'innovation, est rendu possible à un moment donné aussi parce qu'il y a eu partage des bases de l'élaboration d'un projet. On était ensemble pour la gestation de ce projet. La gestation, elle a été quasi immédiate, en l'occurrence. Bon, et le projet urbain dans tout cela, Néocité, c'est le nom de ce projet urbain. Bon, alors il y aurait une version un peu facile, un peu simpliste, qui pourrait être... voilà, il y avait un terrain compliqué qui était pas tout à fait bien fréquenté, et puis habilement un promoteur y a fait venir des artistes et puis a organisé de façon assez habile une forme de gentrification qui va permettre aux promoteurs de vendre mieux, plus vite, plus cher. Bon, alors déjà c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, puisque c'est pas vraiment nous qui avons fait venir ces artistes. Et puis si ça avait été ça notre intention, c'est raté, parce que les logements, on les vend pas plus vite et plus cher. Alors c'est sûr que l'arrivée de ces occupants, alors artistes, c'est d'ailleurs un peu réducteur, parce qu'il n'y a pas du tout que des artistes, a permis de dévoiler un paysage et de transformer des usages. Ça, c'est quelques images du quartier, qui est un quartier qui est voilà, pas tout à fait facile, et des
des images du canal qui forcément, avec l'installation de la phare, du 6B, ont été presque domestiquées. Voilà. Là, le parvis en bois, voilà, c'est quelque chose qui... il y a une construction pour la phare par les résidents du 6B et qui forcément dévoile un paysage qui a un potentiel immense. Ça, enfin, les changements d'usage seraient arrivés à la limite avec une occupation de bâtiment, artiste ou pas artiste, à partir du moment où ce bâtiment a été occupé, créé des flux, du passage, forcément les usages auraient changé. Là, avec l'arrivée d'artistes, il y a une identité de projet qui est une identité culturelle forte qu'on assume et qu'on essaye de croiser avec le projet. Alors, en quoi est-ce que ça a fait évoluer le projet? On a jusqu'à 8h, je pense, 8h moins 10. Il y a encore 2 interventions après vous. Pardon. J'aimerais que vous nous disiez où on en est. D'accord, mais on n'en est pas très loin de la fin. Voilà, merci. Déjà, on a modifié la destination du bâtiment, puisque c'était dans le projet urbain un bâtiment qui était prévu pour être du logement, et on a décidé de conserver ce bâtiment en bureau, pour faire vite. Et surtout, le 6B nous a amené à revoir une bonne partie du plan masse, puisque le 6B, ce bâtiment, est devenu une nouvelle forme de polarité dans le projet. Et alors que l'esplanade qu'on voit là était initialement, devait être construite avec des immeubles, on le voit là sur le plan masse. Bref, je ne sais pas comment on fait le viseur. Voilà, il y a des plots qui sont devant le bâtiment, le 6B ici, des plots qui sont ici. L'esplanade qui a été investie par la phare notamment est devenue, dans les nouvelles versions du projet, dégagée et a rendu ce bâtiment central dans le projet urbain, ce qui n'était pas tout à fait le cas au départ. Alors là, ça interroge forcément sur les démarches de programmation, puisque on agit de façon assez incrémentale en partant des usages pour revoir le projet. Voilà. Autre convergence, des partenariats ponctuels sur des choses plus anecdotiques, comme une création de palissades, sur la réflexion sur les pieds d'immeubles. Voilà, une palissade avec les enfants du quartier, mais animée par les occupants du 6B. Une maison qui est amenée à être démolie et qui a été repeinte par un artiste du 6B. Voilà, donc ça peut paraître des interventions un peu anecdotiques et ponctuelles, et en même temps, ça a aussi une coloration commune au projet, entre le projet urbain et ce bâtiment et ses résidents. Est-ce que pour autant... Ouais, peut-être dernière question avant qu'on poursuive, c'est la question de comment on gère une fois qu'on a comme ça 130 ou une centaine de structures dans ce bâtiment. On voit, et tu le disais tout à l'heure, que finalement il y a un changement d'affectation, on est sur du bureau et en même temps il y a un opérateur privé, il a un bilan à faire tourner. J'allais dire, il fait déjà un geste en basculant de logement à bureau. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le système d'acteurs qui permet de sortir par le haut de cette super aventure? C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est quelque chose qui est bénéfice gagnant-gagnant. La collectivité gagne un acteur culturel. Le groupe Brémond gagne un site. Alors, comme tu le disais, ça ne résout pas tous les problèmes, mais qui, malgré tout, trouve une dynamique qui était sans doute pas si espérée ou attendue que ça au démarrage du système. Et en même temps, voilà, on a tous ces occupants. On va en reparler avec Jean-Luc Charles juste après dans l'opération du karting, qui est générée par le fait qu'on a des occupants dans un bâtiment qui doit être transformé et il faut bien trouver à les reloger. C'est quoi la sortie pour les occupants ? Et pour le groupe, et pour les collectivités. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'elle est en train de se construire? On en est où? Est-ce que tu reviens dans 2 ans nous dire que vous avez trouvé? J'aimerais bien. Alors, le projet du 6B, il est forcément viable économiquement si l'étalon, c'est un bâtiment vide. Forcément, ça nous coûte moins cher d'occuper un bâtiment plutôt que de le gardiner avec des risques de squat, etc. Par rapport à une version plus long terme, aujourd'hui, on a une équation économique qui n'est pas résolue. C'est-à-dire que les résidents du 6B payent
quelque chose à l'association. J'ai dit quelque chose à dessein, c'est-à-dire que ce n'est pas un loyer, puisque l'association 6B ne paye pas de loyer à Brémond, assume les charges courantes, dans un modèle économique qui est, j'ai commencé à l'introduire tout à l'heure, avec une association 6B qui est à la fois gestionnaire, animateur, etc. C'est-à-dire que ce que payent les résidents du 6B, c'est à la fois à l'association, c'est à la fois des charges, un loyer et l'animation. Mais il n'y a pas de séparation claire. Je pense qu'une des sorties possibles pourrait être dans la distinction très, très claire, justement, entre une structure qui gère, qui loue, et une structure qui anime. Mais c'est sûr que la sortie, s'il y en a une, elle passe par une revalorisation des loyers, qui elle-même peut passer aussi par une diminution ou repenser les espaces communs. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une question de loyer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espaces communs, il y a beaucoup de permanents au 6B qui sont payés, et puis il y a des contributions des résidents qui sont extrêmement faibles. Donc la sortie, on ne l'a pas encore, elle passe en tout cas certainement par maintenant une forme de gouvernance tripartite, résidents, nous et je pense en partie la collectivité. L'atelier là-dessus dont tu parlais tout à l'heure, sans doute aide comme étant un projet qui se trouve un peu à l'articulation comme ça du propriétaire, parce que du coup vous êtes propriétaire maintenant, des locataires comme voisins, et puis d'une action publique qui vient s'installer à cet endroit-là et forcément pose des questions. Oui, l'atelier est plus... Enfin, c'est presque un symbole, mais bien avant l'installation de l'atelier, la collectivité, et je pense, tient à ce que ce bâtiment, et nous aussi d'ailleurs, reste un lieu d'échange riche. Voilà, après, je pense que ça va probablement passer de toute façon par une revalorisation des loyers et par sans doute une modification de profil d'une partie des intervenants, c'est-à-dire qu'il y a sans doute des occupants qui peuvent payer plus cher que ce qu'ils payent aujourd'hui, et qui est complètement hors marché puisqu'il n'y a pas de loyer payé aux propriétaires, et sans doute ceux qui ne peuvent pas du tout augmenter leur contribution. Il y a quelque chose à réfléchir avec la collectivité pour explorer d'autres lieux transitoires où ces gens-là pourraient venir s'installer. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne très très rapidement. Je ne vais pas réintroduire Éric Bazard parce qu'il a déjà énormément parlé dans cet atelier et il va nous présenter très très vite Saint-Étienne comme étant, ou pas Saint-Étienne la ville, mais une opération à Saint-Étienne, le bâtiment de l'imprimerie, sur le site de la manufacture dont on a déjà parlé tout à l'heure avec le président Bouabdallah qui n'était pas là. Et il va nous parler du bâtiment de l'imprimerie comme étant une opération qui tente de se frotter à la question d'un immobilier créatif produit pour le coup par un aménageur. Bon. Donc je vais faire très vite, donc je passe sur juste un mot pour situer ce projet donc, qui se trouve ici sur les 1000 hectares que gère l'établissement public de Saint-Étienne. Donc c'est le projet de campus créatif autour de Manufacture Plaine Achille. Nous sommes là donc sur la réalisation d'un plan guide que l'on a mis en œuvre avec Alexandre Chemetov. Le bâtiment dont je parle, c'est ce bâtiment-là. Donc on est dans la manufacture impériale d'armes. Les bâtiments centraux sont classés. On a ici la cité du design de Fingeppel avec l'école du design de Saint-Étienne. Ici, le centre de recherche publique dont on parlait tout à l'heure. Ici, Subtélécom Saint-Étienne. Ici, le centre de R&D d'un des leaders mondiaux des traitements de surface qui s'appelle HEF. Et la question est, l'EPA est propriétaire de l'ensemble de la manufacture. Donc la question qui s'était posée à nous, c'est un, qu'en faire, et deux, comment arriver à produire et à faire venir sur ce site dans une ville où quand même l'activité immobilière est pas très importante, où on arrive à faire naître un pôle tertiaire à Château-Creux, mais où faire venir des investisseurs privés sur du portage d'activités créatives est un peu compliqué. Alors, c'est là où notre casquette de EPA nous a servi, puisqu'on a décidé de faire cette opération en risque avec la bénédiction de la direction du budget. Alors, c'est à la fois une très grande réussite et un échec.
C'est une réussite parce qu'il n'y a plus de risque. Cette opération est en train d'être livrée, donc c'est un bâtiment très long qui fait près de 300 mètres de long, donc il y en a une partie qui est déjà livrée et l'autre qui le sera demain. Il n'y a plus de risque parce qu'au moment où le livre, le bâtiment est plein à 85%, c'est un investissement d'environ 7,5 millions d'euros hein, pour l'établissement public. Il accueille à la fois une école de journalisme, le pôle Ronald Média, donc qui est un projet de master commun entre l'université de Lyon, l'université de Saint-Étienne et un consortium d'éditeurs qui s'appelle Wanifra, qui voulait y faire de la formation professionnelle. On y a implanté ce lieu d'hybridation, enfin la cantine stéphanoise, ça s'appelle le mixeur, ça c'est le projet dessiné par Alexandre Chemetov, ça c'est la photo prise hier. Ce mixeur a été inauguré à l'occasion de la Biennale du Design, donc qui a lieu actuellement à Saint-Étienne. Alors ce mixeur est porté par Saint-Étienne Métropole, tout comme la pépinière qui se trouve derrière les murs du fond que vous voyez là, qui fait environ l'ensemble faisant environ 800 mètres carrés. L'ensemble est loué à Saint-Étienne Métropole par le PA, avec un niveau de loyer qui n'est pas rien, mais qui n'est pas le niveau de loyer global du bâtiment. On a réussi à faire venir sur le bâtiment, autour du pôle média, à la fois Radio France, à la fois France 3, à la fois une grande structure de communication locale qui a pris plus de 1000 mètres carrés. Donc quelque part, l'ensemble a des loyers qui ne sont pas très loin des loyers du marché stéphanois. Le problème, c'est qu'on a loupé les jeunes créatifs dont on parlait tout à l'heure, parce que je pense que quelque part, on est sorti, bien qu'on ait réfléchi à la divisibilité, bien qu'on ait sorti un projet qui coûte assez peu cher, donc c'est un projet qui est réalisé par Alexandre Chemetov en maîtrise d'ouvrage, puisqu'on est à moins dans la réhabilitation avec les contraintes de l'architecte des bâtiments de France, à moins de environ 1100 € du mètre carré en travaux, parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé en amont et on leur a proposé dans un territoire où ils arrivent à louer des logements qui sont quelque part aussi leurs bureaux à entre 6 et 7 € du mètre carré, on leur a proposé un niveau de loyer qui était sans doute un peu trop élevé. Alors je passe sur la crèche qui conçoit le bâtiment et son insertion dans le parc urbain qu'on a livré, et sur un parcours créatif où on a fait d'autres choses avec une association. Ça c'est la cartonnerie, donc, qui est une association à qui on a laissé un terrain vague, et puis qui est aujourd'hui très valorisé dans le cadre de la Biennale. Donc, pour revenir à la question immobilière, puisque c'est celle-là qui était posée, vous savez ou vous ne savez pas que depuis l'ordonnance de septembre 2010, les établissements publics d'aménagement ont le droit de créer des filières. Donc on est en train de réfléchir à créer une filiale pour porter cet investissement. Sans doute dans une joint venture avec la Caisse des dépôts qui est prêt à nous accompagner sur ce projet en réclamant avec des exigences de rentabilité qui ne sont pas celles des investisseurs lambda dont parlait Ludovic Albert tout à l'heure et dont il disait à juste titre que l'immobilier produit n'était pas en adéquation avec les besoins des classes créatives, enfin, dont on parlait. L'idée est que cette filiale porte un nouveau projet, beaucoup moins cher, mais qui nous permette de sortir à un niveau de loyer qui est plutôt aux alentours de 90 € du mètre carré, sur des très petites surfaces. Alors que ici sur l'imprimerie on est plutôt aux alentours de 150 € hors pépinière que l'on loue aux alentours de 120, et que c'est peut-être et que c'est ce nouveau projet qui nous permette justement de toucher notre cible. Est-ce que tu me prépares une transition avec Nantes? Voilà, elle est faite. Formidable. Je suis désolé, j'ai été très rapide, mais si, il y avait une dernière diapo, tu peux la passer. C'est
Simplement, la Biennale a lieu maintenant, jusqu'au 31 mars. Venez voir et venez nous voir, je pourrai détailler un peu plus. Voilà. Donc je passe la parole à Jean-Luc Charles. Jean-Luc Charles, directeur général de la Samoa. Samoa, maître d'ouvrage du projet urbain de l'île de Nantes. Il a un micro, il va nous raconter comment, après un usage transitoire d'un site Alstom sur l'île de Nantes avec des créatifs, ça nous rappelle une histoire, il a créé avec la Samoa un projet assez atypique pour tenir les loyers et tenir les surfaces. Bonsoir. Je vais vous la faire brève. Il faudrait lancer le PowerPoint, si c'est possible. Vous l'avez pas? Il va venir. Il va venir, ouais. Donc oui, la Alstom, vous la voyez ici dans son état d'achèvement. En fait, c'est un bâtiment industriel qui a une très forte histoire. À l'origine, c'était le siège des fonderies Voruse qui ont fondu les rhinocéros qui sont au devant du musée Orsay, après les usines ACB pour au final, c'était un clin d'œil, devenir des usines Alstom. On a fini dans le génie nucléaire. Avec l'arrêt des chantiers dans les années 87, on s'est retrouvé propriétaire d'un très grand patrimoine sur une parcelle de 15 hectares et on a gardé les plus grandes halles ou celles qui sont le plus significatives. On est sur un urbanisme, pour reprendre une expression de Ludovic, interstitiel et un urbanisme de transformation lente. On est propriétaire, la Samoa est propriétaire des lieux depuis plus de 10 ans et on livrera en 2016. Ce lieu, qui était un lieu d'innovation industrielle, a été réinvesti d'abord par la culture, et notamment par Jean Blaise, qui en a fait un lieu festif. Et on a organisé de très nombreuses et très belles soirées avant que Laurent Terry et l'équipe de la Samoa se prennent à l'idée d'installer le siège de la SEM, à l'époque, dans ce grand lieu, cathédrale vide. Et la question s'est posée de savoir ce qu'on faisait des mètres carrés inoccupés. Et Laurent Terry, avec l'appui de Olivier Carreau, a eu la très bonne idée de permettre à des créatifs, des jeunes créateurs, des artistes, de s'installer dans des loges, des alvéoles qui étaient déjà des très petites surfaces. On doit transformer le lieu, mais entre-temps, la Samoa a acquis un savoir-faire. Quand elle travaille, elle intervient sur la ville déjà là, et quand elle se porte acquéreuse d'un certain nombre d'immobiliers, la première chose qu'elle fait pour que les lieux ne soient pas squattés, c'est loger des créatifs ou des artistes. Donc vous avez ici tous les sites dont nous sommes soit propriétaires, soit locataires auprès du port autonome. Il y a plus d'une douzaine de sites avec des caractéristiques. Certains sites accueillent des collectifs d'artistes, d'autres des entreprises qui ont un profil beaucoup plus classique. Au total, et c'est ce tableau qui le représente, on gère 25 000 m² d'immobilier, dont 3 400 qui sont de l'immobilier de bureau qui sont mis à la disposition de ces entreprises. Au total, on loge une centaine d'entreprises et plus de 200 emplois, 300 au terme de cette année, puisqu'on va livrer un nouveau bâtiment destiné plus particulièrement à l'économie sociale et solidaire. Voilà. La transformation des Halles Alstom, qui va devenir une des grosses plateformes créatives sur le quartier. C'est un projet qui est produit et conduit par Franklin Azy. On doit accueillir l'école des Beaux-Arts sur 13 000 mètres carrés, un pôle universitaire et de recherche avec 600 étudiants, 400 étudiants à l'ESBAN, un pôle immobilier d'immobilier d'entreprise sur plus de 3000 mètres carrés, une plateforme d'animation qui doit accueillir une plateforme régionale d'innovation sur les matériaux design de la région, et puis l'équipe de la Samoa constituée d'une dizaine de salariés aujourd'hui qui est en charge l'animation du cluster, plus une cantine. Voilà. L'ensemble de ce projet, normalement, doit être livré en 2016. Pourquoi on vous montre ce projet? Parce que quand on a pris la décision de transformer les Halles Alstom, la question s'est posée de savoir ce qu'on ferait des 50 entreprises qui étaient nichées dans la Halle 6, où on doit aménager l'hôtel d'entreprise. Et l'initiative qui a été prise à partir de l'expertise d'Olivier Carreau, et c'est un dossier qui après a été repris par Virginie Barret, a consisté à, pardon, je me trompe de sens, reprendre une nouvelle friche industrielle qui était à la pointe ouest de l'île et de travailler selon une logique de la boîte dans la boîte.
Donc c'est une halle qui a pris le beau nom de karting, tout simplement parce que par défaut d'imagination, on a simplement maintenu l'enseigne. Il y avait auparavant un karting avant qu'on loge là nos créatifs. Le principe, c'est de l'habitat qui est réalisé sur un mode industriel en bois, sur les bases d'un développement durable. C'est une filière régionale qui nous a fourni ces bâtiments qui ont été conçus par Jean-Louis Berthomieux, qui a appelé ça la triple box. Donc on est sur des circuits courts, on est sur des box qui sont transportables sur un 30 tonnes et qui sont livrables, montables et démontables. Le principe étant que les créatifs qui sont sous la halle du karting restent là pendant 12 ans, soit la durée de l'amortissement des triple box. Ce sont des triple box modulables, donc on a de 12, 24, 36, 48 ou jusqu'à 90 mètres carrés, grâce à des parois amovibles. Le principe qui a été retenu, c'est la rue, la constitution d'une rue à l'intérieur de la halle, sous halle, et on a une dizaine de halles pour une surface globale de 1200 mètres carrés pour 12 modules. On a repris des bureaux existants qui étaient sur une mezzanine. Donc le prix de sortie est de 150 € par mètre carré et par an pour les locataires. Pour non compris un forfait internet à 5 € et la téléphonie qui est proposée à 10 €. Ça peut paraître élevé par rapport aux chiffres qui ont été avancés par Eric. Ce qui compte, c'est pas tellement le prix au mètre carré. C'est chargé en plus. Oui, c'est chargé là. Ouais. Ce qui compte, c'est pas le prix au mètre carré, c'est le fait qu'on offre et on soit en capacité d'offrir sur le marché ce qui n'existe pas, c'est des petites unités. Et donc, quand on offre ce type de structure, en fait, on crée des externalités positives et on constitue un écosystème de petites entreprises, de très petites entreprises qui sont fragiles, en leur permettant de se constituer en réseau, et de prendre des configurations d'entreprises flexibles, de répondre à des appels à projets publics. Voilà. Le projet trouve son équilibre. Le prix de revient, c'est 2 400 000 €. Dans ce prix de revient, il y a les charges de fonctionnement sur les 12 ans, environ, enfin un peu plus d'1 million d'euros. Les charges locatives équilibrent le tout, à la différence près que nous avons reçu une subvention de la part de l'État dans le cadre du label Ville de demain. Voilà. Donc c'est un modèle qu'on va transposer sur une nouvelle halle qui est en train d'être réhabilitée pour l'économie sociale et solidaire. Là encore, on va livrer 1000 mètres carrés et on vise un autre bâtiment qui est une usine Tereos. On a plus de mal là à trouver un équilibre financier sur une durée un retour d'investissement qui est beaucoup plus court parce que le quartier va se transformer plus rapidement. Voilà. J'en ai fini. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci. Alors, vous avez eu tous le courage de nous accompagner jusqu'au bout, donc je ne vais pas vous faire le coup de tirer des conclusions. Hein. On a répondu à travers les 3 exemples qu'on vient de voir à une partie des questions que nous renvoyait Ludovic Albert. On voit qu'il y a des pistes de travail. On a vu que sur la question de l'université dans la ville, il y a encore du travail et du travail pour les aménageurs. C'est sans doute vrai que c'est moins facile de faire du renouvellement urbain sur du territoire universitaire que de le faire comme ça a pu être fait dans les années 70. On a posé les questions de la gestion. On n'a pas parlé des Living Labs, ça sera peut-être pour la prochaine fois, mais ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de répondre à vos questions si vous avez encore le courage de nous en poser. Voilà. Je crois que tu peux remercier Si, je vois une question devant. Oui, monsieur. Voilà. Oui, la question que je me pose, c'est si on n'est pas tous victimes d'une illusion d'optique. C'est-à-dire si on ne prend pas du nouveau pour quelque chose qui a toujours existé. Parce qu'en fait, il y a 2 éléments dans le discours. Il y a le fait qu'il y a à l'intérieur d'un tissu urbain une intensité forte des relations entre les acteurs et dans la relation au territoire, et que dans le rôle des aménageurs, il y a un rôle important qui est
réunion de l'ensemble de ces acteurs, d'organisation des liens entre les uns et les autres. Et d'une certaine façon, moi je suis tout à fait convaincu par ce rôle des territoires et le rôle des aménageurs dans l'organisation de ces territoires de cette façon-là. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été d'une certaine façon? C'est-à-dire, est-ce que la ville, les externalités positives à l'intérieur de la ville, ça doit exister déjà dans la ville du Moyen-Âge? Je termine. Et le rôle des aménageurs, dans l'organisation, dans la synthèse entre l'ensemble des acteurs du territoire, si la période des villes nouvelles n'a pas été une extraordinaire illustration de ça, je n'ai pas dû comprendre un certain nombre de choses. Donc je pense que, si je dis ça, c'est parce que je pense que pour qu'on ait une analyse correcte de la situation et de l'action qui doit être la nôtre, nous aménageurs, c'est, je pense, en faisant la part de ce qui est réellement nouveau et de ce qui a toujours existé. Je me demande si, d'une certaine façon, cette illusion d'optique, elle ne tient pas à ce que dit d'ailleurs Pierre Weltz dans ses bouquins, c'est-à-dire qu'on a cru, notamment au cours des dernières décennies, que l'économie était de plus en plus hors sol. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on était dans un système très internationalisé, avec des frontières qui disparaissaient, que forcément la relation au territoire était quasiment, disparaissait. Et qu'en fait ça, c'était une illusion. Mais en revanche, le fait qu'il y ait des territoires avec des acteurs qui ont des relations très étroites les uns avec les autres, et que la performance, la compétitivité de ces territoires tient précisément à la richesse des relations qui existent entre ces acteurs, encore une fois, je pense que c'est vieux comme peut-être même plus que la ville, parce que l'économie, elle existe ailleurs que dans la sphère urbaine. Donc je pense qu'il y a sans doute un peu d'illusion sur le caractère extrêmement nouveau de tout ce que l'on décrit. Tout ce que l'on décrit est très important, mais je ne suis pas absolument certain que tout ça soit totalement inédit. Alors, pour répondre à la question, ou tenter de répondre à la question, je crois qu'un bout de réponse est dans le titre, c'est-à-dire que justement on a essayé, et peut-être que l'atelier n'a pas été assez clair, de démêler ce qui relevait d'une espèce de marketing des mots qui consiste à faire de la mousse autour de choses qui constituent notre travail à chacun, le travail des universitaires dans la manière de retourner au territoire, et ça c'est peut-être des choses qui sont quand même pas si anciennes que ça, et pendant très longtemps, notamment Khaled Bouabdallah voulait insister là-dessus, la relation des universités dans la construction de leur stratégie, pendant toute une période récente du temps, ça a été une relation directe à l'État, et la relation à l'aménagement du territoire, elle passait par le recteur qui est quand même l'incarnation de l'État déconcentré et pas de l'État décentralisé. Donc je pense que là quand même sur la question universitaire on a quelque chose qui bouge, sur la question de l'activité économique et des acteurs économiques et de cette évolution, je crois qu'il y a aussi une autre chose qui remonte et qui est un peu nouvelle, c'est que pendant très longtemps l'analyse économique, elle consistait à repérer les acteurs d'excellence et à se focaliser sur quelques grands comptes qui tiraient l'économie d'un territoire. Et notamment toute l'activité économique, toute la stratégie économique de l'État français, elle a consisté à miser sur des grands acteurs intégrateurs qui étaient capables de faire la synthèse entre des disciplines qui n'étaient pas chez elles, par des réseaux de sous-traitants, par une conduite et une maîtrise de la chaîne industrielle. Et là, on voit bien que, justement, on est avec la ville créative, ou avec cette question de la créativité, on lui donne tous les mots qu'on veut, mais avec une diminution récurrente de la taille des structures qui sont partie prenante dans la R&D, une mobilisation d'actifs qui est de moins en moins significative aujourd'hui. On est capable de faire des choses complètement invraisemblables il y a encore 5 ans avec un ordinateur de bureau. Et ça, la rupture technologique dont parlait Pierre Weltz ce matin, elle bouge quand même la donne sur qui est partie prenante de l'économie. Et la montée des très petits acteurs et ces questions d'hébergement de gens qui ont besoin de 12 mètres carrés pour être des acteurs de l'innovation sur les territoires, je ne suis pas si sûr que ça qu'il y a 50 ans, au moment par exemple où on a pensé le redémarrage de l'économie dans la Seconde Guerre mondiale, on s'interrogeait sur la place de gens qui étaient 2 ou 3 dans une structure. Donc il y a effectivement des choses, et quand on parle de cluster, quand on parle d'économie à plusieurs, etc., la littérature économique est gorgée d'auteurs, et puis on pourra laisser Ludovic Albert répondre là-dessus, mais depuis un siècle qui raconte ça, peut-être même encore avant.
Et en même temps, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent très fort et qui posent des questions très très concrètes au métier de la maîtrise d'ouvrage urbaine. Trois phrases vu l'heure, puis ce ne sera pas la conclusion que je n'ai pas pu faire, quand même, que je vous ai écrite du coup. Première chose, quand Florence Lipski parle de schéma directeur et de l'université et de la ville, moi je constate que beaucoup de schémas directeurs dont le bilan est fait là-bas sont des schémas directeurs d'université, mais pas des schémas directeurs territoriaux, c'est-à-dire faits ou validés par les collectivités locales. Ce n'est pas pensable que cette question, et ça c'est une question qui est un peu nouvelle, c'est-à-dire quel rapport entre les universités et les villes, et tu l'as fort bien dit, les universités, c'est l'État. Donc le territoire de l'université dans la ville est un territoire d'exception. Il faut donc qu'il soit banalisé. Et à ce moment-là, on peut traiter la question de l'aménagement. La deuxième chose, j'étais un peu étonné de ce qui était dit sur les métiers de l'aménagement. Pour moi, la question de l'aménagement est centrale, mais malheureusement, la question de l'aménageur n'est pas posée, sauf sur des cas comme Saclay, dans l'université. Pourquoi ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de place sur la question de l'aménagement universitaire pour un aménageur qui ne traitera pas des questions de gestion de site, de fonctionnement et de l'énergie. L'aménageur qui se contentera de faire des travaux et de l'assistance sur des métiers un petit peu anciens, je veux dire, ce n'est pas la peine. Comme déjà l'université ne savent pas, pardonnez-moi, ce que c'est qu'un aménageur, globalement, si l'aménageur ne se met pas dans le besoin, voilà. Et donc la question, c'est quel type d'aménageur et quelle place pour les aménageurs existants? Et là-dessus, c'est pour moi la question la plus redoutable. C'est-à-dire l'aménagement est indispensable et je ne suis pas persuadé que les compétences que vous développez dans les établissements publics et les SEM d'aménagement, qui sont indispensables pour le milieu universitaire, puissent être utilisées par les outils existants et qu'il ne faudrait pas qu'elles s'adossent à la maîtrise d'ouvrage des communautés d'universités en création qui vont remplacer les presses, puisqu'on a bien vu que finalement, si vous faites la comptabilité de vos interventions en tant qu'EPA et SEM, vous n'intervenez qu'à la marge. Donc, est-ce qu'il ne faut pas imaginer deux modes d'intervention qui sont des modes d'intervention à provoquer, mais qui supposent de changer de paradigme, puisque le paradigme qui a présidé aux opérations campus avec les PPP, sauf exception comme Saclay par exemple, ne permet pas de poser la place de l'aménageur de manière centrale. D'autres questions ? Je ne peux que... Voilà. Autour d'un verre. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire à Daniel, c'est que je pense que ces trois phrases de conclusion sont justes, quoi. Voilà. Mais... Ouais, voilà.